Voici les titres de ce 13h. Le président du Faso n'arrive toujours pas à régler la question sécuritaire depuis 6 ans. Il doit partir. Une conviction soutenue par le Parti pour le développement et le progrès, Parti socialiste. Le docteur Toro Drabo et ses camarades l'ont exprimé face à la presse nationale. Eux qui annoncent participer également à la marche du 22 janvier prochain. Vous entendrez le président du parti dans ce journal. Et dans cette édition, on focus sur les infrastructures culturelles dans la ville de Sia. Bobo Dioulasso, ville culturelle dit-on, mais les salles de spectacle ne sont comptées qu'au bout des doigts. Celles existantes ne répondent plus aux normes en la matière, vous allez le voir. Les acteurs culturels décrivent cette situation, mais également la réaction des autorités locales sur la question. C'est à la une. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Des voix continuent de se lever contre le mode de gouvernance du président Roch Kaboré au moment où des organisations de la société civile projettent de descendre dans la rue pour se faire entendre. Eh bien, de nouveau, le PDP-PS, le Parti pour le développement et le progrès, Parti socialiste, monte au créneau et demande également la démission de l'exécutif burkinabé pour incapacité à gérer la situation sécuritaire depuis 6 ans maintenant. C'était face à la presse hier. Romain Kouta. Après une longue absence sur la scène politique burkinabé, le Parti pour le développement et le progrès, Parti socialiste, sort du silence. Et pour l'une de ses rares apparitions publiques, ce parti fondé par le professeur Joseph Kizerbo réclame la démission pure et simple du président du Faso pour, dit-il, son incapacité dans la lutte contre le terrorisme. Pour Dr Toro Drabo et ses camarades, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et pire, après plusieurs remaniements ministériels, aucun signe d'amélioration sur le terrain. Le président du Faso, en tant que chef suprême des armées, qui n'arrive pas, pendant 6 ans, qui n'arrive pas à arrêter l'hécatombe, la mort, qui n'arrive pas à arrêter la perte des territoires, il est incapable. Nous l'avons dit ici, il n'est pas à la hauteur, donc il doit partir. Hormis cette sortie médiatique, le PDP-PS compte prendre part à la marche du 22 janvier prochain pour exprimer son mécontentement face à l'enlisement de la crise sécuritaire et joindre sa voix aux autres manifestants pour demander au chef de l'État de rendre le tablier. Mais la tenue de cette marche est de plus en plus hypothéquée. Dans un communiqué rendu public ce 20 janvier, le maire de la capitale interdit la manifestation pour des questions sécuritaires qu'il se garde de détailler, précise le communiqué. Et dans cette justement situation sécuritaire que connaît le pays, il y a la question du transport des fret qui fait des gorges chaudes depuis ces dernières 48 heures. Après ceux de Ouagadougou, le groupement des petits commerçants de Bobo Dioulasso entre en jeu pour donner donc sa position sur l'augmentation des frais de transport de leurs marchandises en provenance du Togo. Ici encore, le ministère du Transport et l'Office national de la sécurité routière sont pointés du doigt. Cheikh Ibrahim Mparé et Majid Bakouan. Ils sont venus des marchés hier de Bobo Dioulasso pour se faire entendre. Ces commerçants s'insurgent contre certaines pratiques routières sur le transport de leurs marchandises du Togo vers le Burkina Faso. Les conférenciers disent avoir constaté une hausse des frais de transport des marchandises en provenance de Lomé. Au niveau du Togo, nous savons que le poids est de 64 autorisés, 64 tonnes autorisées, alors qu'au Burkina, nous sommes à 55 tonnes. Et ce surpoids de 9 tonnes qui se dégage joue considérablement sur les petits commerçants. Parce que le Nasser et le ministre, M. Vincent Dabilou, ils ont pris des mesures qui n'arrangent guère les petits commerçants. L'autre aspect de la conférence de presse porte sur l'interpellation de l'autorité publique à une prise de mesures pour faire face à la situation. L'objectif, c'est une interpellation de toutes les autorités, que ce soit le transport, que ce soit le commerce, parce que dans tous les cas, nous sommes dans le domaine du commerce. Nous sommes des petits commerçants.
Voilà, c'est une interpellation, c'est d'abord une communication pour dire voilà ce que nous avons comme problème. Maintenant, je pense que peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ce problème-là. Et avec cette conférence-là, ils prendront conscience et ils vont nous appeler sûrement pour un dialogue franc. En attendant, les porte-paroles du mouvement appellent les membres à la cohésion pour défendre les intérêts de leurs activités. Les petits commerçants qui demandent la mobilisation de tous les acteurs du domaine pour mieux défendre leurs intérêts, c'est cette union qu'attend aussi le chef de l'État entre tous les fils et filles du pays pour amorcer ensemble la question de la réconciliation nationale. Sur le sujet, hier, Roch Kaboré a installé les 119 membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le maître mot lancé par le président burkinabé à cette occasion est le pardon et la repentance pour y parvenir. Tous les détails avec Abdoulazak Traoré. Le Burkina Faso en route vers une réconciliation nationale véritable, sincère et profonde. Le premier des Burkinabés le souhaite et l'a exprimé de vive voix cet après-midi aux membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Une allocution qui marque l'installation officielle de cet organe consultatif dans le processus, présidé par le chef du gouvernement. L'atteinte de cette noble ambition requiert une double exigence d'humilité et de pardon. L'humilité pour ceux qui ont commis des fautes et qui doivent accepter de faire repentance. Le pardon pour ceux qui ont été offensés, qui doivent accepter de tourner la page. La réconciliation est une cause nationale de premier ordre. Elle doit s'élever au-delà de nos égos et de nos calculs personnels. Une nécessité de se surpasser parce que l'histoire socio-politique mouvementée de notre pays nous a légué de nombreux conflits et problèmes ouverts ou latents, diagnostique le président du Faso. Il insiste alors sur leur dénouement afin de construire un nouvel avenir. La composition plurielle du Conseil national d'orientation et de suivi qui est le reflet de notre société. La grande diversité des forces sociales et professionnelles engagées dans ce processus, l'expérience et l'engagement des hommes et des femmes impliqués me rassurent que leur contribution au processus de réconciliation sera riche et pertinente. Enfin, cette démarche participative atteindra son point d'orgue avec la tenue prochaine du Forum national de réconciliation nationale. Ce sera un rendez-vous historique pour les Burkinabés qui auront alors l'occasion de se parler en toute franchise, d'examiner toutes les questions de réconciliation qui se posent à notre pays. L'horizon s'éclaircit donc quant à la tenue du très attendu Forum national sur la réconciliation. Le processus était en berne depuis son boycott par l'opposition politique. Et du Komboïgo et ses camarades ont finalement rallié la dynamique. La grande interrogation qui se pose à présent, c'est de savoir si des acteurs majeurs en exil seront de la partie. On en vient au dossier de ce 13h. Je vous emmène à Bobo-Dioulasso, la ville de Sia, réputée pour une ville culturelle. Mais que vaut la capitale culturelle si les espaces où les salles de spectacle se comptent au bout des doigts, le théâtre de l'amitié et bien sûr la maison de la culture en Sem-Titiama qui accueille depuis des années presque tous les spectacles sont au bord du gouffre, ce qui désole les acteurs culturels de la ville de Sia. Allons donc visiter ce qui reste de ces espaces et entendre aussi le cri de cœur de tous les acteurs du domaine avec Majid Bakouan. Bobo-Dioulasso, principal lieu d'attraction culturelle du Burkina Faso. C'est dans cette ville que tout a commencé pour le chorégraphe Serge Koulibaly. Le directeur artistique de Faso Danse Théâtre a fait le tour du monde grâce à la danse contemporaine. Le natif de Bobo-Dioulasso, c'est plus de 80 pays à travers les 5 continents. Mais il est rare de le voir se produire sur scène dans sa ville natale pour raison de manque de salles adaptées à ses spectacles. Si je prends même déjà le dernier spectacle qui est Wakat, et la manière dont même le spectacle, la création de lumière est faite avec des lumières qui descendent comme ça, avec, je ne sais pas, près de 80, plus d'une centaine de projecteurs au-dessus, avec toute la construction qui est faite autour et le monde qu'il y a.
Bon, on peut le présenter. Honnêtement, on peut le présenter. Mais on a l'impression qu'on présente un autre spectacle. Tellement on doit enlever plein de choses pour pouvoir le montrer au public. Et du coup, souvent, on fait le choix de ne pas le faire parce que, ça frustre tout le monde. Et le public, il peut même dire, c'est quoi ça? Et pourquoi on nous présente ça? Et parce que, justement, ils ne le comprennent pas puisque le spectacle a été vidé de son essence. Le manque de salles de spectacle digne du nom à Bobo Dioulasso, c'est ce qui déplore les acteurs culturels de la cité de Sia. Le théâtre de l'amitié est le principal lieu d'attraction des acteurs culturels. Construit dans les années 60, l'infrastructure subit aujourd'hui le poids de l'âge. Le cadre, franchement, aujourd'hui n'est pas adéquat au spectacle parce qu'on manque de tout. Le théâtre de l'amitié, si on vous dit qu'aujourd'hui, voici une salle qui n'a pas de sonorisation, voici une salle qui n'a pas de lumière, voici une salle qui n'a absolument rien. Si tu veux organiser quelque chose, il faut que tu loues la sonorisation ailleurs, la lumière et tout ce qui s'ensuit. Pas de vestiaire disponible actuellement, il n'y a pas de loge où les artistes peuvent quand même rester pour s'échanger et faire d'autres besoins. Voilà, c'est vraiment, il y a des problèmes de toilettes, il y a même les tribunes qui sont exposées dans la salle sont en train vraiment d'être dépassées. La Maison de la Culture Anselme Titiama Sano est aussi l'une des principales infrastructures de la région au plan culturel. Mise en service en 2012, elle constitue une réponse au manque d'infrastructures adéquates dans la ville de Bobo Dioulasso. Après 10 ans de fonctionnement, les signes du temps se font sentir. Aujourd'hui, l'insonorisation et l'acoustique de la grande salle qui accueille certaines activités culturelles ont besoin d'être remises à niveau. Il faut reconnaître qu'avec l'exploitation permanente que nous avons, cet équipement est amorti en partie. Et comme la technologie évolue, il nous faut donc de nouveaux équipements aussi pour renforcer. Il faut reconnaître que non seulement la taille, parce qu'elle est de 1500 places, contrairement au théâtre de l'amitié qui est 3000. Et en plus, il y a un sérieux problème d'acoustique au niveau de la Maison de la Culture. Le son n'est vraiment pas bien. Voilà, et ce problème demeure depuis. Et pour des gens qui veulent vraiment un spectacle avec un son de qualité, c'est difficile d'aller à la Maison de la Culture. Et quand tu regardes au dehors, c'est joli, c'est bien présenté. Mais la réalité se trouve à l'intérieur. C'est la salle qui est le problème, c'est pas la construction au dehors qui fait vraiment la beauté de la chose. Les artistes ont besoin d'une salle sans écho. À l'époque, Abdul Karim Sango, ex-ministre en charge de la culture, avait dans son programme la réhabilitation du théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Maintenant qu'il n'est plus ministre, que devient ce projet de réhabilitation? C'est la question que se pose bon nombre d'acteurs culturels. Pour en savoir davantage, nous avons approché la commune de Bobo Dioulasso. Selon le responsable chargé des affaires culturelles, le projet est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, avec plaisir, avec joie, il est à côté du président de Faso pour toutes ces questions culturelles encore. Et donc, ensemble, nous avons pensé, et j'ai proposé que, avec l'accord du maire, qu'on écrive au ministère de la Culture pour voir dans quelle mesure l'apport du ministère pourrait nous revenir et voir dans quelle mesure nous, le conseil municipal, pourrait apporter quelque chose. Toi, si cela est possible. En attendant l'aboutissement de ce projet, les acteurs culturels ont décidé de passer à l'action pour sauver l'emblématique théâtre de l'amitié. On est en train de voir la possibilité de lancer aussi une campagne de levée de fonds pour pouvoir essayer de faire quelque chose déjà au théâtre de l'amitié, le temps que la mairie puisse recouvrir tous les fonds nécessaires pour en faire une salle moderne et couverte. Ces dernières années, plusieurs acteurs culturels se tournent vers le stade Wobi pour la tenue de leurs activités. Là aussi, il y a souvent des incompréhensions entre la Ligue régionale de football des Hauts-Bassins et les acteurs culturels. Ils avaient adressé une correspondance à la mairie demandant d'interdire purement et simplement les concerts au stade. Voilà, parce que comme quoi, il y avait une pelouse synthétique qui a coûté 150 millions et que voilà, les concerts allaient gâter la pelouse et tout. C'est quand il n'y a pas l'assurance au niveau des promoteurs des spectacles-là que la Ligue s'oppose. Sinon, si une promesse est donnée par rapport à la gestion, à l'entretien du cadre, donc le problème ne se pose pas. Vivement une remise à niveau ou la réhabilitation de salles de spectacle répondant aux normes, c'est le souhait exprimé ici par les acteurs culturels. Des salles dignes d'une capitale culturelle, comme Bobo Dioulasso.
L'autre actualité dans ce journal, c'est aussi les résultats de la commission ad hoc chargée d'examiner les demandes d'approbation de projets immobiliers faisant état d'une liste de 295 projets immobiliers rejetés et qui, bien sûr, fâchent les associations des promoteurs immobiliers du Burkina. Ce matin, au cours d'un point de presse, ils ont rejeté les conclusions de ce rapport et jugent même que cette commission est illégitime et dépourvue de crédibilité. Les promoteurs immobiliers exigent la validation de toutes les demandes d'approbation de projets immobiliers et fonciers déposés au ministère en charge de l'habitat et la levée de la suspension de la réception des dossiers de demande d'approbation. Je vous invite à écouter donc le porte-parole des promoteurs immobiliers, Roger Nikema. Nous savons que la loi n'est jamais rétroactive. Pourquoi revenir avec des dossiers pour faire le croisement avec des chemins qui viennent d'être adoptés? C'est ce que nous avons dit à un moment donné, attirez votre attention, que le ministère a un agenda caché. Et c'est maintenant ce qui justifie l'agenda caché du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Tous les acteurs du ministère, nous avons dit, les hommes passent, les institutions restent, tous ceux qui sont là-bas, du ministre jusqu'au dernier directeur. Il n'y a pas celui qui va rester au ministère, tout le monde va passer. Mais une société immobilière est une société de droit burkinabé, dont sa vie peut aller jusqu'à 99 ans et plus. Imaginez il y a combien de personnes qui pourront bénéficier des fruits de cette société. L'une des difficultés du ministère de la ville est le manque de cohésion entre le ministère et les acteurs, en ce qui concerne les promoteurs immobiliers. Il y a un manque de cohésion entre nous. Il n'y a même pas de dialogue. Et l'adoption même de cet outil-là, il aurait même d'abord que le ministère essaie d'abord de former les promoteurs pour les mettre en avant-garde de cet outil. Et dans un premier temps maintenant, chacun allait voir est-ce que son dossier respecte à tel niveau. Et je vous informe en passant que l'ancien outil, l'ancien instrument d'aménagement qui existait avant le CITAGO, beaucoup de dossiers ont fait croisement de ce instrument d'aménagement et qui avait montré que ces dossiers étaient en bonne posture d'être validés. C'est ça. Et aujourd'hui, on vient dire que ce n'est pas possible. Et quand vous prenez les communes rurales autour de Ouagadougou, Pabré, qui n'en dispose même pas un plan d'occupation des sols, et quand on rejette un projet, dit qu'un projet est dans Pabré, ou bien Combisserie, qui n'a pas un plan d'occupation des sols, c'est quel outil ils ont fait le croisement pour tirer ces conséquences? C'est quel outil? On reviendra bien sûr plus en détail sur cette déclaration dans notre prochaine édition. Mais on reste encore au département de Maître Benouendé Sankara et on pose cette interrogation problématique du logement abordable au Burkina Faso. Quelle contribution des banques et établissements financiers? Eh bien, c'est autour de cette question que s'est tenu le deuxième conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021 au ministère en charge donc de l'urbanisme. Ici, Maître Benouendé Sankara et ses collaborateurs reviennent sur toutes les réalisations du département et on retiendra qu'il y a de la satisfaction engrangée, notamment les infrastructures du 11 décembre ou le lotissement de 7 communes rurales. Le point complet avec Arsène Konitande. Le deuxième conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021 a pour but de faire le point sur l'ensemble des réalisations de l'année écoulée. En 2021, la mise en œuvre des activités du ministère en charge de l'urbanisme a été affectée par diverses difficultés. Ce sont entre autres la double crise sécuritaire et sanitaire et la faiblesse du budget alloué au ministère, ce qui ne permet pas des investissements massifs. En dépit de cela, les résultats atteints sont jugés satisfaisants. L'achèvement des lotissements de cette commune rurale, la réalisation des infrastructures dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2021 à signaler, notamment l'aménagement de la cité des forces vives, la construction de la salle polyvalente, la place de la nation et l'ouverture ainsi que le rechargement de 47,2 km de voies. La construction de 1013 logements en partenariat avec des promoteurs immobiliers. L'aménagement de l'exutoire
à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangalore. Ce CACEM se tient sur le thème problématique du logement abordable au Burkina Faso, quelle contribution des banques et établissements financiers. Le ministère en charge de l'urbanisme veut mettre ses acteurs à contribution afin de mobiliser des ressources pour le financement des projets d'envergure. Pour exemple, pour restructurer déjà nos 13 chefs-lieux de région plus Pouitenga, il va falloir en tout cas la bagatelle de plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans ne pas compter sur les établissements financiers, sans ne pas compter par exemple sur la caisse de dépôt et de consignation. 2022 est une année de défi. L'un des gros dossiers sera la relecture dans quelques mois du programme national de construction, dit programme 40 000 logements, qui arrivera à terme en juillet prochain. Je vous embarque maintenant pour le Cameroun. On pourra voir donc les nouvelles de la CAN. Mais avant d'aller au stade, faisons une escale dans les rues de Yaoundé pour découvrir les petits taxis qui jouent les stars. Qu'en est-il réellement? Eh bien, ce sont des petits Toyota Yaris bien prisés par les promoteurs du transport en commun. Cette petite voiture sert à plus de 80% au transport des 4 100 000 habitants de la capitale camerounaise. Pourquoi cette ruée vers ce véhicule? Luc Palueguel nous donne des éléments de réponse. Yaoundé, la ville aux 7 collines, mais aussi la ville où le taxi Yaris règne en maître. Elle ne passe pas inaperçue, cette petite voiture à la couleur jaune, dans les rues de la capitale politique du Cameroun. La Toyota Yaris constituerait près de 80% du parc automobile du transport en commun. La raison, ce taximan nous l'explique. Parce que les pièces de ça sont d'abord faciles à trouver et en plus, ça consomme un peu moins. Bon, parfois on supporte, parfois il y a des routes précédentes. On essaie un peu de jongler. Bon, comme on dit, connaître la ville. Ça veut dire que connaître aussi comment jongler. Je connais tous les quartiers de Yaoundé, à part les nouveaux quartiers qui sont en construction. C'est donc pour des raisons économiques. En effet, ce véhicule ne consomme pas assez de carburant et serait très résistant. Hormis cela, sa petite taille lui permet de se faufiler partout dans une ville habituée aux embouteillages. Emprunter un taxi à Yaoundé est différent des habitudes d'autres villes africaines. Pour un déplacement, le client dit où il va et le montant qu'il propose. Le seul moyen pour se déplacer. 300 Texaco Misport. 300 Texaco Misport. Ça veut dire quoi? C'est le tarif. 300 Texaco Misport. Pourquoi ne pas laisser le taximan fixer son tarif? Je sais pas. Il existe 3 types de déplacements à taxi. Le dépôt, la course et le classique. Bon, ça marche un peu. Bon, ça dépend course et course. Quelqu'un peut te prendre une course pour 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Ou une course hors de la ville. Ça dépend de quel type de course vous faites. Le dépôt, c'est juste aller prendre quelqu'un dans un endroit et le laisser dans un autre. La course, c'est lorsque on se déplace, on s'arrête de temps en temps, faire des arrêts en route. C'est ça une course. La population de Yaoundé est estimée à 4 100 000 habitants. Pour leur déplacement, les populations font recours au transport artisanal, c'est-à-dire le taxi partagé, qui est un mode de transport majeur représentant 40% des déplacements dans la ville. C'est donc là toute l'utilité de la star des taxis, la Toyota Yaris. Ses chauffeurs sont aux aguets, de jour comme de nuit, et rythment Yaoundé au son de leurs klaxons, de Bassos à Nkolso, en passant par Messassi, Olembe et Mendong. Quelques quartiers des 114 que compte Yaoundé répartis dans cette commune
Le petit taxi jaune est la vedette des courses. Restons avec Luc Palbegem pour le résumé des matchs des dernières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. L'Algérie, la meilleure équipe d'Afrique et championne en titre de la CAN, est éliminée. Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont été laminés par les éléphants de la Côte d'Ivoire, 3-1 déjà qualifiés. Les Fennecs quittent ainsi la compétition sans la moindre victoire. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale qualifiées donc pour le prochain tour, tout comme le Mali, la Gambie et la Tunisie. Regardez. C'est un séisme qui a secoué Douala au Cameroun. Battu par la Côte d'Ivoire 3-1, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Si cette deuxième victoire des éléphants relance la Côte d'Ivoire dans la compétition avec une première place du groupe à la clé, elle met les Fennecs d'Algérie à la porte. Sous la pression d'une élimination précoce de la CAN, les Fennecs vont tomber des nues devant une formation ivoirienne décidée à écarter un adversaire direct. Franck Kessié ouvre le score à la 22e pour la Côte d'Ivoire. Ibrahim Sangaré double la mise à la 39e de la tête avant la spéciale de Nicolas Pépé à la 54e. L'Algérie rate un pénalty par Riyad Mahrez à la 60e et n'inscrira son seul et unique but de la CAN qu'à la 73e minute par Ben Debka. L'Algérie quitte la coupe bonne dernière avec un point obtenu sur sa seule performance, 0-0 devant la Sierra Leone et 2 défaites. L'autre qualifié qui accompagne la Côte d'Ivoire en huitième de finale dans ce groupe E est la Guinée équatoriale qui termine deuxième après sa victoire 1-0 sur la Sierra Leone, troisième. La Côte d'Ivoire jouera l'Égypte en huitième de finale et la Guinée équatoriale, le Mali. Dans le groupe F, le Mali et la Gambie déjà qualifiés terminent en beauté en s'imposant respectivement. Les Aigles du Mali confirment leur première place en prenant le dessus 2-0 sur les Mourabitoun de la Mauritanie, seuls éliminés du groupe. Si le Mali marque son troisième pénalty de la compétition, c'est tout le contraire pour une autre équipe du même plumage, les Aigles de Carthage. Les Tunisiens face à la Gambie ratent leur troisième pénalty de la compétition et se font battre en fin de partie par la Gambie 1-0. Meilleur troisième, la Tunisie sera opposée au Nigeria tandis que la Gambie hérite de la Guinée en huitième de finale. Les huitièmes de finale débutent ce dimanche 23 janvier avec un Burkina Faso-Gabon et Nigeria-Tunisie. Pour ce premier tour, les filets ont tremblé 68 fois en 36 rencontres, soit 1,88 buts inscrits par match. Vincent Aboubakar du Cameroun est pour l'instant le meilleur buteur avec 5 réalisations. Et puis, dans l'actualité africaine, le Mali a commémoré hier jeudi donc, la création de l'armée malienne. Ce 61e anniversaire a été l'occasion pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de revenir sur l'évolution et les acquis de l'armée. Assimi Goïta, qui dit avoir constaté une nette amélioration dans le cadre de la sécurisation du pays, et cela grâce aux différentes opérations menées par la troupe. Commémoration de la création de l'armée au Mali. Pour ce 61e anniversaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a assisté au défilé des troupes avant de faire un discours. Il a évoqué la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous sentons une nette amélioration dans le cadre de la sécurité et cela est dû aux différentes opérations qui ont été déclenchées tout récemment. Et ces opérations commencent à porter leurs fruits. Donc nous ne pouvons que remercier et féliciter l'engagement des femmes ainsi que de leurs partenaires qui se battent au quotidien avec bravoure et détermination pour apporter la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire malien. Jeudi, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir repris ses vols sur la région du Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Ils avaient jusqu'alors été suspendus dans l'attente de pourparlers avec la junte. Et ces différentes opérations ont pour état final de rechercher le retour de l'État, de créer des conditions d'un environnement sécurisé
apaisée pour l'organisation des élections libres et crédibles, qui est la condition sine qua non d'un retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. La CEDEAO a récemment durci ses sanctions envers le Mali, n'acceptant pas la proposition de la junte de rester au pouvoir pendant 5 ans avant d'organiser de nouvelles élections. On termine ce journal avec ce drame intervenu hier dans l'ouest du Ghana. C'est un camion chargé d'explosifs qui est entré en collision avec une moto. Le premier bilan fait état de 17 morts et 59 blessés. La police locale explique que c'est à cause de l'immense déflagration dans le choc que le nombre de victimes s'est alourdi. Les détails de nos confrères d'Africa News. Collision entre un camion chargé d'explosifs et une moto jeudi dans l'ouest du Ghana. Le choc a provoqué une immense déflagration et tué plusieurs personnes. Le premier bilan officiel fait état de 17 décès et de 59 blessés, dont certains dans un état critique. L'accident s'est produit vers midi à Apiat, à 300 km de la capitale. La police locale a publié un communiqué confirmant que l'explosion a été créée par la collision. Il indique également que la plupart des victimes ont été secourues et emmenées dans les hôpitaux de la région. Les forces de l'ordre ont demandé l'ouverture des écoles et églises pour éventuellement accueillir d'autres blessés. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé à propos de l'accident quelques heures plus tard sur Twitter. « Je viens de recevoir un briefing sur les circonstances qui ont conduit à une explosion à Apiat, près de Bogosso, dans la région occidentale, entraînant la perte de vie et la destruction de propriétés appartenant à des habitants. C'est un incident vraiment triste, malheureux et tragique et je présente au nom du gouvernement mes profondes condoléances aux familles des défunts et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. » La police, les forces armées de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes coordonnent leurs efforts pour contenir la situation et j'ai également demandé à l'organisation de veiller à ce qu'une aide rapide soit apportée aux résidents de la ville. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer un retour rapide à une situation normale pour les résidents d'Apiat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BF1 et bel après-midi à tous. À demain.